Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. En deuxième partie de l'émission, aujourd'hui, on discute du rôle des organisations religieuses dans le cadre du phénomène de la crise de la solitude et de l'isolement avec Jean-Christophe Jasmin de l'Institut Cardus. Mais avant, comment ne pas parler du dépôt du budget provincial, le dernier, sous François Legault, avec Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, Monsieur Labrec. Quelles sont vos premières impressions à propos du budget? Quels sont les faits saillants aussi à vos yeux, bien sûr? Il y a quelques éléments. Le premier, je dirais que c'est la question du déficit. On voit quand même qu'on s'inscrit dans une dynamique qui est pas très différente des derniers budgets avec M. Gérard, où on a de lourds déficits. Mais moins lourd, non? Est-ce que je me trompe? Finalement, on l'a ravisé à la baisse, la chose. Donc, il y a deux éléments. Le premier, c'est que l'année dernière, on projetait en mars 2025, il y a un an, un déficit de 13,6 milliards qui a été révisé à la baisse à 12,4 milliards lors de la mise à jour économique d'automne. Et puis, la semaine dernière, lors du dernier budget, ce qu'on a vu, c'est que finalement, on était à 9 995 millions. Alors là, je comprends pas pourquoi les politiciens arrondissent ça à 9,9. Normalement, on arrondit ça à 10 milliards de dollars. C'est vraiment de la communication politique, ça. Totalement. Mais on pense la même chose, M. Labrec. Donc, on voit vraiment que c'est pour les talking points politiques, mais en réalité, on reste aux alentours de 10 milliards, ce qui est bien moindre, il faut le dire quand même, que les projections, mais faut comprendre également que c'est pas lié à une baisse des dépenses où on aurait pu dire, regardez comment le gouvernement du Québec a déployé les efforts nécessaires pour assurer une rigueur dans la gestion des finances publiques. On est davantage du fait qu'il y a un dynamisme économique un petit peu plus important. Faut se rappeler qu'en mars 2025, beaucoup d'incertitudes liées pas juste aux menaces tarifaires des États-Unis envers le Canada, mais également de la mise en application de tarifs douaniers. Et donc, comme il y avait une grande exception aux alentours, en fait, pour plus de 90% des exportations liées à l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, on a vu un meilleur dynamisme économique, davantage de consommation également qui se traduisent naturellement par une augmentation des revenus liés à la taxe de vente du Québec. Donc, on a une augmentation des revenus, mais on n'a pas une saine gestion des finances publiques, étant donné une baisse des dépenses. On a même vu une augmentation des dépenses. Alors ça, il faut être clair. Maintenant, c'est vrai que le déficit projeté est plus bas que le 9,5 milliards qui était projeté pour l'année qui s'entame dans quelques semaines. Sur le plan budgétaire, bien entendu. Qu'est-ce qui avait été pensé en automne 2025? C'est 8,6 milliards plutôt que 9,5 milliards de déficit, mais il faut comprendre néanmoins que c'est beaucoup d'argent. Un autre élément qui me semble fort important, c'est la question du retour à l'équilibre budgétaire. Rappelez-vous, M. Labrec, l'année dernière, le gouvernement nous a dit « Faites-nous confiance dans 5 ans, en 2029-2030, on retourne à l'équilibre budgétaire. » Mais on avait 3,2 milliards environ, quand on calcule également là, une mesure qui ne s'est pas matérialisée de la hausse du gain en capital. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plus de 3 milliards où le gouvernement n'avait aucune idée comment on allait résorber cet écart. Eh bien, ce qu'on espérait essentiellement, c'est de se dire non seulement on conserve 2029-2030 comme horizon de retour à l'équilibre budgétaire, mais on conjugue également ça avec une feuille de route claire. Autrement dit, on sait où on va prendre l'argent pour arriver à l'équilibre budgétaire. Malheureusement, le ministre des Finances, Éric Girard, n'a pas été capable, et lors du dépôt du budget, certes, il a conservé l'horizon de retour à l'équilibre budgétaire 2029-2030, mais malheureusement, on a toujours ce qu'on appelle dans le jargon l'écart à résorber de 2 milliards de dollars. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le ministre n'a aucune idée où on va trouver le 2 milliards de dollars pour arriver à l'équilibre budgétaire. Question naïve, là, mais admettons qu'on arrive en 2030 et miraculeusement ou pas, peu importe, là, on a un équilibre budgétaire, ce qui veut dire qu'on n'a pas de déficit, mais j'ai envie de dire, on n'a pas de surplus non plus. Comment est-ce qu'on rembourse la dette sans surplus, ou est-ce qu'on vise donc le surplus à terme d'ici 2035, admettons, là? Je suis content que vous posiez cette question-là parce que vous êtes l'un des seuls à se la poser, je crois, tellement qu'il y a eu une nouvelle normalisation du déficit sous le gouvernement de la coalition Avenir Québec. On parle année après année de larges déficits. Et donc, c'est devenu un peu la norme. Mais si on recule un petit peu sous le premier ministre Philippe Couillard, ce qu'on voyait, c'est que la norme, c'était les surplus un peu alignés avec ce que vous dites, M. Labrec, où 2, 3, 4, presque 5 milliards après versement Fonds des générations en surplus budgétaire était la norme. Donc, cette dynamique-là, elle est nécessaire. Maintenant, il faut également être pragmatique dans l'approche, à savoir que le plus rapidement possible, on doit retourner à l'équilibre budgétaire. Et puis, par la suite, dans la discussion ou même pendant le retour à l'équilibre budgétaire, d'abord, il faut qu'il soit rapide. Ensuite de ça, la question des surplus est nécessaire également. Maintenant, il va falloir
jouer une forme de jeu d'équilibriste où, certes, on va avoir des petits surplus pour repayer la dette, mais en même temps, si on est capable également de dégager un peu de pression fiscale pour être attractif pour les entreprises, mais également pour laisser les Québécois et Québécoises respirer, parce qu'on a une lourde fiscalité au Québec, ça va être un tango à danser, mais j'ai hâte de le danser, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt de dire, voilà, il y a beaucoup de déficit, 8,6 milliards, c'est assez substantiel. Et ça, évidemment, il y a plusieurs raisons pourquoi on est rendu là. D'abord, il faut savoir que quand on regarde la croissance des dépenses pour les grands portefeuilles au Québec, c'est sans surprise, M. Labrec, qu'on voit que le portefeuille numéro 1 en pleine expansion, c'est le mammouth de la santé au Québec. On parle là quand on passe juste 2025-2026 à 2026-2027, c'est une progression de tout près de 3 milliards de dollars. On a une population vieillissante. Ça coûte de plus en plus cher soigner nos aînés. Donc, c'est normal que c'est un portefeuille en pleine croissance. L'éducation, on est à 900 millions. Donc, il va y avoir une pression à la baisse sur d'autres portefeuilles et sur également des réformes importantes. Quand on pense à l'éducation, je pense souvent à des réformes comme le chèque en éducation qui permettrait de suivre l'enfant plutôt que d'aller à l'école directement, la santé. Également, il y a l'intégration d'acteurs privés. Bref, il va falloir qu'on conjugue une baisse des dépenses de programmes dans d'autres ministères, mais également des réformes dans les gros ministères comme l'éducation, comme la santé, qui accaparent une énorme part des dépenses publiques au Québec. Évidemment, qui dit diminution de programme, M. Labrec s'accompagne également d'une réduction des effectifs pour plusieurs raisons. D'abord, pour des potentielles hausses en matière de productivité, donc baisse de la demande pour ces effectifs-là, mais ça peut également se conjuguer par une simple baisse. En fait, comme on réduit le nombre de programmes, par extension, on réduit les besoins de devoir administrer ces programmes. Donc, cette conjugaison permettrait de réduire également les effectifs du secteur public, plus largement que simplement de la fonction publique. Alors, il y a des pistes de solutions, mais maintenant, on va voir si le gouvernement a le courage politique d'aller là. Rappelons, la santé représente quel pourcentage du budget provincial annuel? On dépasse le 40%, hein, si je ne m'abuse? Alors, on en approche. Un petit peu non, vous avez raison, on est un petit peu en haut de 40%. En fait, comment je calcule ça? On parle vraiment de dépenses de portefeuille. Parce que c'est vraiment sur ces... Quand je dis dépenses de portefeuille, c'est les grands ministères, là. Éducation, santé, économie. On est environ à 41-42%. On parle de portefeuille parce qu'on exclut les intérêts sur la dette où le gouvernement du Québec n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Là, évidemment, on peut jouer sur les taux si on anticipe une augmentation des taux d'intérêt. Mais oui, c'est environ 40-42% des dépenses qui sont liées à la santé et avec une augmentation importante là, de la pression des dépenses sur ce portefeuille-là, il va falloir que ça se conjugue aussi avec une baisse des dépenses dans d'autres portefeuilles. Un très bon candidat, je pense, pour réduire les dépenses qui ont déjà dépassé 4 milliards annuellement, c'est un portefeuille comme l'économie où je pense que toutes les subventions qui sont liées à ça devraient être complètement coupées. Ça permettrait déjà de réduire là, la pression sur les finances publiques. Maintenant, on verra si le gouvernement va de l'avant. Un autre élément, M. Labrec, que je pense qu'on ne peut pas aborder, et ça a été assez important, je vous avoue, dans le huis clos, beaucoup de questions au ministre Charette, qui est responsable des infrastructures, c'est l'état de nos infrastructures au Québec. Ça va pas bien à cet égard-là. On a une détérioration. Quand on regarde l'ensemble des infrastructures au Québec, l'année dernière, on parlait de 58% qui étaient dans un bon état. Cette année, on parle de 54%, donc ça diminue rapidement. Et ça, c'est alarmant parce que c'est nos écoles où les jeunes apprennent, c'est les hôpitaux également où nos personnes aînées, mais pas que les aînés sont soignés, c'est également nos routes. Donc, il y a une détérioration à l'échelle des infrastructures publiques du Québec et le déficit de maintien d'actifs. Ça veut dire concrètement le montant nécessaire pour remettre en état les infrastructures qui ne sont plus en état, qui sont en mauvais état essentiellement. Frôle maintenant les 45 milliards de dollars, même si quand le gouvernement Legault est arrivé, on était plutôt aux alentours de 20-25 milliards. Mais on va pas faire face à des choix, j'allais dire, crève-cœur, dans le sens où on n'a pas de surplus encore, on a une dette, on a un intérêt donc à payer sur cette dette qui devient de plus en plus significatif. Je sais pas si on pourrait dire que c'est catastrophique, mais c'est clairement pas... On se dirige peut-être dans la bonne direction, là, mais on n'est pas rendu non plus... un équilibre fiscal souhaitable, et donc ce qui veut dire qu'on doit, j'imagine,
vérifier ou du moins choisir comment dépenser l'argent qu'on a en ce moment, ce qui veut dire que l'infrastructure, on ne va quand même pas construire un pont si on n'est pas capable de donner des services de santé de base. On ne pourra quand même pas sacrer des classes dans les écoles secondaires, primaires et même dans les universités du Québec pour construire un tronçon d'autoroute entre telle ville et telle ville. J'ai l'impression que l'infrastructure, même si elle est bien sûr cruciale au bien-être économique d'un pays ou d'une province, ça me semble être un peu l'enfant pauvre. Là. Ici, on n'a pas le choix de se dire, vu qu'il faut choisir, justement, on n'a pas le choix de couper dans l'infrastructure, ou du moins de ne pas investir autant qu'on le devrait ou qu'on le voudrait dans l'infrastructure. C'est d'excellents points parce que ce qu'on a vu au courant des dernières décennies, c'est ce qu'on appelle souvent là, peut-être un sous-investissement dans le maintien des actifs, pas nécessairement dans la bonification, donc dans la construction. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a deux budgets. On a le budget des opérations. Quand on parle de dépenses, de revenus, de déficit, on est sur les opérations. Puis on a ce qu'on appelle le PQI au Québec, qui est vraiment lié aux infrastructures. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une explosion des dépenses au sein du gouvernement du Québec. Quand la Coalition Avenir Québec est arrivée au pouvoir en août 2018, on était aux alentours de 100 milliards sur 10 ans de dépenses. Maintenant, on a atteint le 167 milliards. Donc, annuellement, là, quand on prend le plan qui a été déposé la semaine dernière, on est un petit peu en haut de 19 milliards pour cette année. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement du Québec comprend là, la problématique du maintien des actifs. On est passé de 64 à 71 % lié au maintien des actifs, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il faut juste comprendre ce qui se passe au Québec. Et c'est très simple. On a une augmentation des dépenses en capital sur nos infrastructures. Autrement dit, le gouvernement dépense de plus en plus. En parallèle à ça, on est en droit de se dire, si le gouvernement dépense plus, mais il dépense plus pour la même chose? Excusez-moi, je vais juste préciser, là, dans le sens que une école, aujourd'hui, je prends un exemple hypothétique, coûte plus cher aujourd'hui, mais c'est la même école qu'on aurait construite il y a 10 ans. Là. Effectivement. Donc, ouais, c'est l'inflation, finalement. C'est beaucoup plus que l'inflation. Ça joue, effectivement, mais on parle d'une augmentation des dépenses en capital aux alentours de 90 % depuis l'arrivée du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Donc, on dépasse largement la question de l'inflation, même si vous avez raison de mentionner que c'est un facteur. Mais ce qu'on voit, c'est que cette augmentation-là, elle ne s'accompagne pas d'une amélioration de l'infrastructure publique au Québec. Autrement dit, on dépense plus, mais nos infrastructures, écoles, routes, hôpitaux, sont en dégradation plus rapide qu'avant. Alors, on est vraiment dans une dynamique difficile parce qu'il faut se rappeler, en avril 2025, on a eu au Québec une décote de la part du SNP. Il y avait plusieurs raisons, notamment le manque de rapidité et de crédibilité du retour à l'équilibre budgétaire, mais également l'augmentation importante des dépenses en capital. Autrement dit, aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas plus dépenser en capital ou a atteint sa limite, mais en parallèle, nos infrastructures se dégradent. Donc, il faut penser à l'extérieur de la boîte, et c'est là que je dis souvent, quand on regarde la détérioration rapide, 55 % des infrastructures responsables du déficit de maintien d'actifs qui atteint 45 milliards de dollars, c'est le réseau routier qui appartient au gouvernement du Québec. Donc, on devrait réfléchir à bientôt regarder l'intérêt du secteur privé plutôt, pour aller dans une dynamique de concession autoroutière. Si on pense à Montréal, il y a des tronçons de la 15, des tronçons de la 20, de la 40 également, pour ne nommer quelques autoroutes qui pourraient être attractifs pour le secteur privé. Comme ça permettrait de transférer le fardeau du déficit de maintien d'actifs, le fait de maintenir les routes et les infrastructures sur le secteur privé, et ça réduirait cette pression-là sur les finances publiques du Québec. Je vais vous donner le contre-argument. Ça veut dire que les Québécois paieraient deux fois. Ils paieraient au gouvernement pour que le gouvernement construise des routes, puis après, ils paieraient le privé pour utiliser des routes au privé. Mais ils ne paieraient pas moins d'impôts pour compenser ce qu'ils paieraient au privé, finalement, pour l'utilisation de tronçons d'autoroutes ici, à gauche et à droite. Là. Donc, j'ai l'impression que oui, la solution a du sens et on n'a peut-être pas le choix parce que de toute façon, on n'aura plus l'argent, tôt ou tard. Mais en même temps, ça ne fait que le contribuable va payer deux fois plus, finalement. Il y a deux éléments sur ça. D'abord, le contribuable paye une fois, puis ensuite de ça, c'est l'utilisateur payeur. Fait que ça, c'est une petite distinction. Puis la deuxième chose, c'est de dire
tout est une question de degré. Si on voit qu'il y a beaucoup d'appétit du secteur privé, ce qu'on pourrait voir, c'est que c'est une réduction assez importante qui pourrait justifier potentiellement une baisse. Puis évidemment, tout ça est hypothétique, là, pour être bien clair, mais potentiellement une baisse des dépenses gouvernementales en la matière, parce que ce serait le secteur privé à travers une dynamique d'utilisateurs-payeurs qui pourrait gérer de grands tronçons qui sont responsables de plusieurs milliards de dollars en déficit de maintien d'actifs. Donc, ça pourrait également se traduire potentiellement par une petite baisse d'impôts, encore qu'on verra si le gouvernement va vouloir aller en ce sens-là. Mais c'est une possibilité. Au moins, on peut absolument douter si ça reste une possibilité théorique, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, non. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent. En fait, les coffres sont complètement vides. Et donc, on va voir comment ça va aller. Malheureusement, on commence à avoir encore une fois certaines mauvaises idées. Permettez-moi de le dire ce matin, où on dit est-ce qu'il ne faut pas augmenter les impôts? Je pense que le Québécois moyen n'a pas la capacité de pouvoir payer plus en impôts. Ben justement, ça amène à ma prochaine question. Là. Dans vos notes, vous disiez que le Québécois moyen paye 7 250 $, annuellement en impôts qui vont essentiellement à payer des fonctionnaires au provincial, seulement si je ne m'abuse? Alors, cette statistique-là me semble intéressante. Par Québécois, la rémunération totale du secteur public provincial équivaut à plus de 7 200 $. Ben, ajoutant à ceci, Québécois. J'ai trouvé en ligne, là, vous me corrigez si je me trompe, vous avez peut-être les bons chiffres, mais qu'en moyenne, là, c'est encore une fois une moyenne, mais c'est à peu près 6 000 $ annuellement que les Québécois payent en impôts qui vont au système de santé pour financer le système de santé. Donc, on ajoute les deux. On est entre 13 et 14 000 $ par année payés en impôts qui vont financer le fonctionnariat et le système de santé. C'est une moyenne. Là, ça veut dire qu'il y a des Québécois ici qui en payent beaucoup plus que ça. Puis il y en a d'autres qui n'en payent pas du tout, ou à peu près pas. Donc, je vais mettre les choses en perspective, là. Mais 14 000 $, je sais pas si c'est énorme comparativement aux autres provinces canadiennes ou si c'est en dessous de la moyenne canadienne ou même nord-américaine à la limite. Mais comment est-ce qu'on conçoit tout ça? Là? En gros, on se pose toujours la question où va notre argent, mais 14 000 $ qui vont payer des fonctionnaires, est-ce que cet argent-là pourrait aller ailleurs? J'ai envie de dire. Ben, des fonctionnaires et le système de santé, pardon. Là, c'est pas que des fonctionnaires. Là. Non, effectivement. Puis, juste pour remettre ça en perspective également, on parle beaucoup d'impôts. Là, c'est pour imager. En réalité, quand on prend ça, il y a également la question de la taxe à la consommation et autres types de revenus. Là. Donc, ça permet d'imager, par contre. Puis je pense qu'il y a vraiment une valeur à ça. La réalité, c'est que oui, je pense que ça pourrait aller ailleurs. La première des choses, c'est la question de la fonction publique. Si on peut réduire la fonction publique, ce serait une bonne chose. Mais c'est parce qu'il faut se poser la question aussi qui est plus fondamentale que juste de se dire, il nous reste 2 milliards à aller résorber. Comment on va faire sur 4 ans? Est-ce que le gouvernement va trouver la façon de faire? C'est de se dire, est-ce que l'État québécois d'aujourd'hui a trop de missions d'État? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'occupe de trop d'éléments? Est-ce que l'État devrait, par exemple, avoir des programmes de CPE, pour ne prendre qu'un exemple? Est-ce qu'on a trop de programmes sociaux qui essentiellement est le cœur même de l'État-providence? Je pense que oui. Et donc, une fois qu'on a une réflexion fondamentale sur les vraies missions de l'État, autrement dit, qu'est-ce que le gouvernement devrait couvrir dans ses dépenses? Si vous réduisez ça, mécaniquement, vous réduisez la nécessité d'aller chercher beaucoup d'argent dans vos poches, donc de réduire les impôts. On n'a pas encore cette réflexion-là au sein du gouvernement du Québec et j'ai hâte de voir si on va pouvoir avoir une réflexion plus fondamentale pour la prochaine élection provinciale, parce qu'elle est là, la vraie réponse. C'est pas juste de dire est-ce qu'on va y arriver dans 4 ans si peut-être qu'on a un développement économique, un dynamisme économique plus grand de 0,3%. C'est ça que je voulais dire. C'est pas la logique inhérente en ce moment. C'est qu'on se dit, même les États-Unis sont un peu dans la même logique, dans le sens où ils ont une dette incroyable. L'intérêt sur la dette est incroyablement élevé, qui commence à gruger dans leur budget. Je pense que les États-Unis dépensent plus en frais d'intérêt sur leur dette que sur la défense, et c'est tout dire. Donc le Québec et le Canada et les autres provinces sont un peu engagés dans la même logique. Et la logique universelle qui domine ça, la solution, je devrais dire, qui est dans l'esprit de nos dirigeants, est que on va croître au point où on va simplement faire tellement d'argent, l'économie va tellement croître qu'on va pouvoir facilement rembourser cette dette et ce déficit par la croissance, mais pas tellement par la réduction de dépenses, quoique oui, en même temps, un peu, mais pas trop, là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un discours politique que quelque chose de réellement faisable. C'est potentiellement faisable, mais je pense que c'est parce que c'est facile politiquement de nous dire la croissance va nous sortir du problème.
parce que ça n'oblige aucune mesure concrète de la part du gouvernement de dire, regardez, là, on a beaucoup trop de dépenses sur le social, on se recentre, on réduit cela, donc mécaniquement, on réduit notre déficit parce qu'on réduit nos dépenses, et ultimement, on va pouvoir réduire également nos revenus, donc réduire les impôts sur les individus, peut-être sur les sociétés, sinon de la taxe à la consommation. C'est vraiment une autre vision qu'on a besoin d'avoir au sein du gouvernement du Québec, malheureusement, et ça, c'est un peu ce que la théorie des choix publics en économie nous apprend, c'est de dire que le gouvernement et les élus sont là pour 4 ans. Donc, on pense à notre réélection avant de penser au bien commun. Quand on pense, le concept de bien commun est très beau, hein? C'est intéressant, puis on se dit, c'est dans les livres, les gens sont là pour le bien commun, mais votre politicien de circonscription, il est comme vous, il est comme moi, il pense d'abord et avant tout à ses intérêts. C'est plate à dire, mais c'est la réalité. Donc, on pense davantage à notre réélection en nous expliquant que la croissance économique va être la panacée, mais en réalité, ce n'est pas le cas, malheureusement. Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal, un grand merci. Toujours un plaisir. Après la pause, on discute avec Jean-Christophe Jasmin du rôle des organisations religieuses pour contrer la crise de la solitude et de l'isolement. Restez avec nous.